Si tu veux faire les meilleures images possibles quand tu fais du sport ou une activité physique quelle qu'elle soit, et ce, quelle que soit ta caméra d'action, cette vidéo est faite pour toi parce que je t'y partage tous mes réglages. On verra des points qui sont communs à toutes ces caméras d'action et on verra aussi des spécificités de quelques-unes d'entre elles. Je mets des chapitres pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent. Il y a du boulot, on y va. Alors je précise bien que je parle de sport ou d'activité physique parce que ces caméras, on peut s'en servir aussi pour vlogger ou filmer une balade. Mais quand je fais du sport, des fois, j'ai pas les mains libres ou j'ai pas le temps de regarder les réglages ou l'écran. Donc je vous partage ici mes réglages et mes astuces pour me filmer quand je fais du sport avec ces caméras d'action. Le premier point, il est très simple. Dès que je reçois une caméra d'action, je commence par aller dans les menus, dans les réglages, pour régler le débit d'enregistrement au maximum, au plus élevé possible. Toutes ces caméras ont ce réglage-là, et je vous conseille vraiment de mettre le débit au plus élevé, parce qu'en fait, c'est la quantité d'informations qui sera enregistrée chaque seconde en mégaoctets, et donc plus il est élevé, plus les vidéos seront de bonne qualité. Bien évidemment, ça prend plus de place sur la carte mémoire, mais bon, je pars du principe, bien évidemment, qu'avec ces caméras d'action que vous aurez achetées, ça suppose que vous avez un smartphone qui est assez récent pour vous en servir, ou un ordinateur, PC ou Mac, qui soit pareil, assez récent pour vous en servir. Mais pensez-y bien, parce que quand on filme en 4K, ou des fois en plus que ça, en 8K pour la AS Pro par exemple, mais forcément il faut un smartphone assez récent pour pouvoir au moins visualiser, visionner, mais aussi bien sûr traiter les images qu'elle produit, et c'est pareil pour les caméras qui sont à côté, il faut un téléphone portable récent, ou un ordi assez récent. À partir de là, mon conseil c'est de monter le débit au maximum. Le second point, j'en parle souvent et j'ai encore beaucoup de questions, alors je vais essayer de réexpliquer ça proprement, c'est le réglage de la netteté. Alors quand on dit une image nette, ça a un côté positif, les gens pensent que c'est bien que l'image soit nette, et c'est vrai, mais sur les caméras d'action notamment, il y a le réglage de la netteté qui est en fait une netteté qui est numérique, qui est ajoutée, et dès qu'il y en a un petit peu trop, c'est fait un peu artificiel, c'est très numérisé, c'est vraiment pas une image qui est plaisante à voir. Alors qu'à l'inverse, quand il est réglé au minimum, c'est vraiment nickel. Donc ce réglage, je vous conseille de le régler au minimum, d'autant qu'on pourra après en plus en rajouter si on le souhaite quand on va traiter la vidéo avec par exemple DaVinci Resolve, alors qu'en enlever c'est impossible. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à en mettre sur la caméra. D'une part c'est pas terrible je trouve, et d'autre part on pourra pas l'enlever. Donc ce réglage de netteté de l'image, pensez bien que quand il n'y en a pas, quand il est au minimum, l'image elle est vraiment très bien. Il y a quelques circonstances où avec un réglage de netteté on va dire moyen ou comme ça peut être un petit plus, mais il y a trop de circonstances où c'est un gros moins, où ça rend l'image artificielle et qu'on ne pourra pas l'enlever après, que je vous conseille vraiment de le régler au minimum sur vos caméras d'action, quelles qu'elles soient. Le troisième point, il concerne les images aquatiques ou subaquatiques. Si vous allez sur l'eau ou sous l'eau avec ces caméras, pensez bien à verrouiller l'écran. Toutes ces caméras ont le verrouillage d'écran qui est disponible et c'est vraiment indispensable, sinon les gouttes d'eau vont vous changer les menus, les modes, les réglages. Donc si vous allez sur l'eau ou sous l'eau, franchement, verrouillez l'écran, et même des fois quand je fais du sport ou que je vais transpirer, il m'arrive bien souvent de verrouiller aussi l'écran. Ces caméras, on peut utiliser des boutons avec, même quand l'écran est verrouillé, donc c'est pas vraiment très gênant quand on fait du sport. Donc franchement, c'est un point qui est important, hein. Pensez-y à verrouiller l'écran, c'est vraiment pour moi fondamental quand on va sur l'eau ou sous l'eau. Alors maintenant on parle d'un point super important, c'est le nombre d'images par seconde que j'utilise quand je me filme en faisant du sport. Et il y a des choses qui sont importantes de savoir, donc il y aura un petit peu de détails techniques, mais je vais être très clair et très rapide, on y va. Premier point, au début on a parlé du débit d'enregistrement. Ces caméras ont en gros un débit maximum d'enregistrement de 100 mégabits par seconde. Donc chaque seconde, elles enregistrent 100 mégabits de données. Donc si on filme en 25 images par seconde, ce qui est la norme en Europe, eh bien chaque seconde on va avoir 25 images, et comme il y a 100 mégas, ça fait que chaque image pèsera 4 mégas, d'accord? Donc chaque image, chaque photo qui va composer la vidéo finale pèsera 4 mégas. Maintenant, si on filme en 50 images par seconde, eh bien chaque image qui va composer la vidéo pèsera que 2 mégas. Donc on divise par 2 quelque part la qualité de chaque image. Si on filme en 100 images secondes pour faire un gros ralenti, eh bien chaque image pèsera 1 méga. Bref, je m'arrête là, mais tu as compris l'idée. Plus tu utilises une fréquence d'image élevée pour faire un gros ralenti, et plus chaque image qui compose la vidéo finale aura une qualité qui sera faible. Donc bien évidemment, quand tu filmes en 25 images par seconde, c'est là que tu auras la meilleure qualité. Cela dit, il y a deux intérêts à utiliser un plus grand nombre d'images par seconde que 25 ou 24. Le premier, c'est que s'il y a des mouvements qui sont très rapides de la caméra, eh bien si tu prends du 50 ou 60 à la place du 24-25, tu auras une image qui sera plus fluide, il y aura moins de saccades sur le rendu final. Donc premier intérêt, c'est que quand ça bouge beaucoup, ça peut être sympa d'avoir du 50 ou 60 plutôt que du 24 ou 25. Et le second intérêt, bien sûr, c'est de faire des ralentis, car c'est comme
ça qu'on fait un ralenti, hein. C'est en filmant avec un grand nombre d'images par seconde. Pour ceux qui n'y connaissent rien à tout ça, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet-là. Bref, il y a tout ça à prendre en compte pour faire le choix du nombre d'images par seconde. Alors quand je filme un truc tranquille sur la Terre avec mon Canon EOS R6 ou une caméra quelle qu'elle soit, ben, à chaque scène que je vais filmer, je vais réfléchir au rendu final que je voudrais et en fonction, je vais choisir du 25 images par seconde ou du 50 ou du 100 et ça va changer à chaque scène. Mais quand je suis en mer, j'ai pas le temps de faire tout ça. J'ai pas l'envie de changer les menus, les réglages. Donc j'ai envie d'un truc qui soit très très simple et j'ai envie aussi de pouvoir, si je le souhaite, ralentir après au montage. Donc c'est pour ça que quand je fais du sport ou une activité physique, j'utilise tout le temps du 50 ou du 60. Je me casse pas la tête et en plus ces caméras elles sont maintenant vraiment bien et franchement même sur un grand écran il n'y a pas grande différence perceptible à l'œil nu entre le 25 ou le 50. Donc moi maintenant je fais tout le temps comme ça, hein. Je fais tout le temps du 50 ou du 60 images par seconde quand je fais du sport ou de l'action. Notez que certains font un truc, c'est qu'ils filment tout le temps en 25 ou 24 et après ils vont utiliser un logiciel pour ralentir l'image. Donc il existe des logiciels qui sont payants, hein, qui vont artificiellement vous ralentir l'image et qui vont arriver à garder une très bonne qualité. Franchement moi je préfère le faire à la prise de vue, ça me va très bien comme ça, je mets en 50 ou 60 et après je ralentis si je veux ou non la vidéo au montage. En plus ça m'évite d'avoir à passer par un autre logiciel pendant que je suis en cours de montage sur DaVinci Resolve, c'est un gain de temps aussi pour moi. Bref, c'est mon conseil pour tout ce qui est sport ou activité physique, mettez-vous en 50 ou 60 images par seconde, ça vous permettra non seulement de faire des ralentis après si vous le souhaitez, mais aussi d'avoir une image qui sera bien fluide même si ça bouge très très fort. Un petit mot rapide sur la définition. Alors on dit bien définition en français, hein, résolution c'est un mot qui vient de l'anglais, mais pour faire simple, moi j'utilise tout le temps la 4K, sauf bien sûr pour les gros ralentis où il n'y a pas de 4K disponible. Ça me va très très bien, j'utilise très rarement les plus grandes définitions comme le 5,3K de la GoPro 12 ou le 8K de la Ace Pro. Moi le 4K me suffit largement en général. Deux choses, d'une part notez bien que comme on en a parlé tout à l'heure, le fait de filmer en 4K demande après pas mal de ressources à votre smartphone ou ordinateur pour visionner ou traiter des vidéos, donc faut bien l'avoir en tête. Et aussi de place bien sûr, hein, de stockage sur les cartes mémoire. Et le second point, c'est que là je parle de caméra d'action normale on va dire, mais en 360, donc pour la X3 que voici ou la One RS quand je lui ai mis l'objectif 360, et bien là par contre je prends la plus grande définition possible, hein. Donc en l'occurrence 5,7K pour la X3, parce que sinon en 4K, comme les caméras 360, là on parle d'une définition sur l'ensemble de la sphère. Quand on a une caméra d'action normale, on va dire, classique, là on parle de 4K, c'est juste sur l'angle de champ qu'elle filme, juste devant elle, 4K, alors que là sur la X3, les 5,7K c'est sur l'ensemble de la sphère qui est tout autour. Donc quand on va après recadrer l'image, il va en rester beaucoup moins, donc autant en avoir le maximum possible à la prise de vue. Donc pour résumer, pour les caméras d'action classiques, je suis quasiment tout le temps en 4K, et pour les caméras 360 par contre, là je me mets dans la plus grande définition disponible sur la caméra que j'utilise. Alors maintenant un point super important, c'est tout ce qui est réglage d'exposition. Alors quand je filme quelque chose au sol qui n'est pas du sport, avec mon Canon EOS R6, je suis tout le temps en manuel, d'accord? C'est moi qui gère tout. Sur ces caméras d'action, quand je filme quelque chose pareil, tranquille, il m'arrive de me mettre aussi en manuel ou de verrouiller l'exposition. Mais quand je fais du sport, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de régler tout ça comme il faut, de m'ajuster avec les conditions de météo, tout ça. Donc je veux en fait laisser la caméra en automatique. Donc toutes ces caméras-là, quand je fais du sport avec, eh ben, elles sont en mode automatique au niveau réglage d'exposition. Mais cela dit, attention, on a quand même la main sur quelques paramètres tout en restant en mode automatique. On voit ça maintenant. Alors quand ces caméras sont en exposition automatique, elles vont toutes seules gérer les ISO et l'obturation, parce que l'ouverture elle est fixe sur ces caméras, pour arriver à avoir une exposition qui leur semble appropriée. Et c'est là que c'est important, c'est que en fait il y a un petit logiciel hein, dedans, dans ces caméras, qui leur dit ben voilà là c'est bon, t'es bien exposé, t'as fait les bons réglages. Mais ce petit réglage, on va dire interne, il est variable selon ces caméras. Par exemple, la DJI Osmo Action 4, elle expose naturellement un petit peu sombre, voire très sombre. Les GoPro à l'inverse ont tendance des fois à surexposer un petit peu les hautes lumières. Bref, chaque caméra a un peu ses spécificités qu'on connaît à force de s'en servir ou de voir des vidéos YouTube comme celle-ci. Et du coup, il y a un paramètre qui s'appelle la compensation d'exposition sur lequel on peut agir pour corriger un petit peu ça. Donc tout en restant en exposition automatique, on peut ajuster ce paramètre de compensation d'exposition pour arriver à corriger un petit peu ces petits défauts sur ces différentes caméras. Par exemple, concrètement, sur la DJI Osmo Action 4, je suis tout le temps à plus 0,5 voire plus 1 selon les circonstances. À l'inverse sur GoPro, quand il fait beau, hein, je suis souvent à moins 0,5. Sur ces caméras là, la Ace Pro, j'ai pas de souci, la Go 3 non plus d'ailleurs, malgré son
Son petit capteur par rapport à celle-ci, elle fait de très très belles images, elle gère très très bien l'exposition, c'est un vrai régal, même sur un sunrise ou un sunset, c'est vraiment très très propre ce qu'elle fait cette Go 3. Ici non plus, et là par contre la X3, elle a un peu tendance à faire comme les GoPro, c'est-à-dire à surexposer légèrement les hautes lumières. Donc souvent sur elle, je suis à -1 même, hein. Quand il fait vraiment soleil et que je veux avoir un beau ciel avec le soleil qui est derrière moi, mais je me mets des fois à -1, ça va un petit peu sous-exposer, donc sacrifier un petit peu ce qui sera à contre-jour, mais au moins j'aurai un ciel qui sera propre derrière moi. Donc moi sur la X3, quand il fait vraiment lumineux, je suis souvent à -1, des fois -0,5, mais souvent -1. Alors vu qu'on parle d'exposition, deux petits points. Le premier, c'est que la Ace Pro, comme vous le savez, elle a le mode pure vidéo qui est fait pour quand il fait quasiment nuit, hein. Ce mode, il est vraiment bluffant. Ça va vraiment rehausser toutes les basses lumières et faire une exposition qui sera vraiment propre malgré le fait qu'il fasse quasiment nuit, et tout en supprimant le bruit. Bref, ça marche très très bien, mais attention, hein, c'est pas à utiliser quand il y a un sunset ou un sunrise qui est déjà un petit peu avancé, parce que dès qu'il y a un petit peu de lumière du jour, vous allez avoir une image qui sera vraiment surexposée. Donc c'est vraiment un mode, ce mode pure vidéo, qui n'est à utiliser que s'il fait quasiment nuit, on va dire. Et pour finir sur l'exposition, d'une part, tout en restant en exposition automatique, il y a des caméras sur lesquelles on peut verrouiller l'exposition en faisant un appui long sur l'écran. Ça va verrouiller l'exposition sur l'endroit qu'on aura choisi. Et après, même si on bouge et que ça change de lumière, on va dire, on va garder l'exposition sur l'endroit initial qu'on avait verrouillé. Et bien sûr, toutes ces caméras ont un mode d'exposition manuel où on pourra avoir complètement la main sur les différents paramètres de réglage d'exposition. Pour ceux qui n'y connaissent rien, j'ai une formation en ligne dédiée à tout ce qui est gestion de la lumière en photo vidéo où je parle de tout ça en détail et je l'explique clairement. Je vous mets le lien de la formation ici et aussi sous la vidéo en description. Point suivant, la stabilisation. Alors à une époque, quand on voulait augmenter la stabilisation, on était obligé de réduire l'angle de champ de la caméra. Maintenant, c'est plus le cas, hein. Ces caméras peuvent toutes filmer avec un super grand angle, tout en gardant une stabilisation excellente. Donc même des fois, cet angle de champ, il est vraiment très large. Par exemple sur la GoPro 12 et la Osmo Action 4, quand on utilise les plus grands angles, c'est très déformé, hein, donc faites gaffe à bien avoir le sujet centré sur l'image, sinon s'il est sur les bords il aura vraiment une sale gueule. Donc mis à part ça, toutes ces caméras ont des angles qui sont assez grands, largement assez grands pour que je me filme moi-même en faisant n'importe quel sport que ce soit. Ça c'est vraiment un point qui est super important, et tout en gardant une stabilisation qui est excellente. Alors en général je mets en stabilisation quasi maximale. Alors souvent la maximale, elle réduit l'angle, c'est la seule qui fait ça. Mais l'écran juste avant, souvent on peut l'utiliser avec les très grands angles. Donc c'est ce que je fais sur la Osmo Action 4 et sur la GoPro 12. Elle, je suis tout le temps en mode auto boost sur la GoPro 12. Et après, chez Insta360, c'est un peu différent. Là, il n'y a pas d'impact entre la stabilisation qu'on choisit et l'angle qu'on peut avoir. Donc là, je suis tout le temps avec l'angle max et la stabilisation maximale, et c'est un vrai régal comme ça. Alors le seul cas où on va avoir des contraintes sur l'angle qu'on choisit, c'est quand on va utiliser le maintien d'horizon. Ces caméras ont toute une fonction de maintien de l'horizon, c'est-à-dire que même si on filme en tournant la caméra, on aura l'horizon qui va rester tout le temps droit. Et quand on active ça, il y a des caméras pour lesquelles ça va fortement réduire l'angle. Alors c'est le cas des caméras d'action classiques, hein, qui elles ont un angle qui se réduit fortement quand on active le maintien d'horizon. Par contre, ces trois caméras-là, c'est un peu différent. Donc les caméras 360, elles, c'est leur fonctionnement de base. Elles peuvent filmer l'ensemble de la sphère en étant hyper bien stabilisées et avec un maintien de l'horizon. Donc par rapport à ça, c'est un vrai petit régal. Et c'est pareil pour la Go 3. La Go 3, en fait, c'est une demi-caméra 360, c'est-à-dire qu'elle filme quasiment une demi-sphère. Et on peut aussi, après coup, choisir si on exporte une vidéo en 9/16e, en carré, en 16/9e, quand on est en mode vidéo free frame. Et on a aussi un maintien de l'horizon qui est activé avec, pour autant, un angle super grand et une stabilisation excellente. Bref, entre sa taille, son poids, l'image qu'elle fait qui est vraiment très propre, et en plus ce maintien de l'horizon tout en gardant un angle énorme contrairement à celle-ci, c'est aussi pour ça que la Go 3 est très intéressante. Bon, vous l'aurez compris, hein, moi je vais au plus simple, je veux que ce soit pratique et efficace quand je fais du sport pour me filmer. Bien sûr, pas de filtre ND pour l'action ou le sport, parce que les filtres ND, leur but c'est de pouvoir baisser la vitesse d'obturation pour arriver à avoir un petit flot de mouvement. Mais quand on fait ça, en fait, le problème c'est que la stabilisation numérique, elle aime bien avoir des obturations qui sont très rapides à l'inverse. Donc souvent, ça va nuire à la stable numérique. Donc moi, concrètement, j'ai pas le temps d'être en mode manuel et de vérifier tous les réglages quand je fais du sport parce que ça bouge trop, ça change trop. Et puis deux, en plus, je veux une stable numérique qui soit irréprochable. Donc pour toutes ces raisons, bien évidemment, quand je fais du sport, aucun filtre ND sur mes caméras d'action.
Alors le sujet il est vraiment vaste, hein. Là on a vu quelques réglages mais il y en a encore pas mal d'autres. Il y a aussi de la grosse question de tout ce qui est accessoires qui est hyper importante selon le sport qu'on fait. Bref, c'est des sujets dont je parle souvent tant sur YouTube que sur Instagram où je vous montre aussi régulièrement le rendu de mes différentes sorties sportives sur l'eau, sous l'eau et sur terre avec mes caméras d'action. Pensez à me suivre pour ceux qui sont intéressés. Si la vidéo vous a plu ou était utile, dites-le moi en commentaire, mettez-moi un gros pouce vers le haut, pensez à la partager à vos proches et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.